à tout le monde. Nous nous retrouvons dans la deuxième session du 8e printemps de la prospective consacrée à la métamorphose du travail. Je m'appelle François Rousseau, fondateur et administrateur de la Société française de prospective. Deuxième session consacrée à la question et à l'étranger, comment est appréhendée la métamorphose du travail. Et nous allons avoir 4 intervenants avec nous. Nous aurons Steinbrück, qui est économiste à l'Organisation de coopération et développement économique et qui travaille sur l'avenir du travail. Nous aurons avec nous Philippe Pochet, qui est directeur général de l'Institut syndical européen, professeur à l'Université catholique de Louvain et par ailleurs chercheur associé au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Interviendra également Cyril Combes, qui est directeur du Bureau pour la France et l'Organisation mondiale du travail, et Clément Seillet, qui est donc économiste au laboratoire Clercé, enseignant à l'Institut Mines Télécom et qui a fait une thèse sur la responsabilité sociale des entreprises des multinationales en Chine et qui, lors de l'échange préparatoire que j'ai eu avec lui, a complètement métamorphosé ma vision du travail en Chine. Et donc, j'espère que ce sera pareil pour vous. Peut-être juste avant de rentrer dans la problématique de cette session, bien vous préciser que la conférence a lieu toute la journée et donc que vous pouvez continuer à vous inscrire sur les autres sessions qui ont lieu au cours de la journée. Je vous invite en ce sens à aller sur le site de la Société française de prospective. Vous précisez également que le replay de l'ensemble des sessions sera disponible dès lundi sur ce même site de la Société française de prospective. Avant à nouveau de préciser la problématique, juste une petite explication pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui avaient des questions par rapport au fonctionnement de Zoom. Vous avez la possibilité d'interagir, soit en mettant vos remarques dans la section converser qui est en bas de votre écran, mais dans ce cas-là, vos remarques n'arriveront qu'aux panélistes, qu'aux intervenants et à moi-même, ou alors mettre vos questions dans la petite boîte Q&R, questions et réponses, et dans ce cas-là, l'ensemble des participants à la session peuvent prendre connaissance de vos questions et réponses. Nous allons procéder en 3 temps. Nous allons avoir un premier temps où chacun des intervenants va expliquer comment est appréhendée la métamorphose du travail à l'étranger. Un deuxième temps, on se centrera plus particulièrement sur la manière dont la crise du coronavirus finalement impacte peut-être, semble-t-il, l'avenir du travail à l'échelle mondiale. Et dans un troisième temps, nous prendrons en compte, nous répondrons aux différentes questions des participants. Moi, je vais faire très court à partir de là. La problématique est somme toute assez simple. Gaston Berger nous insistait, quand on faisait de la prospective, à voir large. Donc, du même coup, la métamorphose du travail en France, elle dépend de la métamorphose du travail à l'étranger. Donc, c'est cette métamorphose que l'on veut mieux cerner au cours de cette session. Comment est appréhendée la métamorphose du travail? Est-ce qu'il y a autant finalement de prégnance dans la manière dont on appréhende la métamorphose à l'étranger de la question des nouvelles technologies, et est-ce que, un peu comme le laisse entendre
l'ouvrage, est-ce que finalement, à l'étranger aussi, au regard de la métamorphose du travail, tout est à repenser, hein. Tout est à repenser, nos systèmes d'éducation, les organisations de travail, les questions de protection. Moi, je vous propose peut-être qu'on entende dans un premier temps le point de vue de Philippe, qui me laissait entendre que finalement la métamorphose du travail est appréhendée aujourd'hui à la fois en lien à un enjeu qu'on pourrait dire global, la digitalisation, et puis un enjeu peut-être plus local, qui serait la question environnementale. Philippe. Je remets mon micro. Oui. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'il y a déjà plus de 40 personnes qui ont rejoint le webinaire. Donc, effectivement, quand on regarde quels sont les grands thèmes quand on pense le futur du travail, on a deux grandes tendances, la digitalisation, la numérisation et le changement climatique. Si on regarde le programme de la Commission européenne, c'est les deux actions phares de la Commission. Et si je regarde mon propre programme de travail de l'Institut syndical européen, c'est aussi les deux grands thèmes qui vont structurer notre. Alors, ça a l'air évident et ça a l'air très simple, mais je pense qu'on a là un problème. Et si vous faites une recherche sur le changement climatique, vous allez trouver des millions de données. Si vous faites une recherche sur digitalisation, vous allez trouver des milliers d'articles. Mais si vous faites une recherche sur les deux, vous allez trouver quasi rien. Vous allez trouver généralement des choses sur la 5G et la consommation des équipements de téléphonie en matière d'électricité ou d'énergie, et vous allez un peu trouver des façons plus intelligentes d'utiliser des réseaux, notamment énergétiques, et donc de réduire l'empreinte écologique. Et qu'est-ce qu'on voit assez rapidement, si on s'intéresse à ces deux sujets, c'est qu'il y a deux communautés académiques qui ne se parlent pas, qui s'ignorent, qui ont des sujets tout à fait différents. On a deux communautés d'acteurs qui sont aussi relativement différents. Et donc là, on a finalement un problème, ce que j'ai appelé dans mon papier de prospective pour l'Institut, comment concilier deux futurs. On n'a pas deux futurs. Si vous écoutez les gens qui parlent de digitalisation, ils ont un futur, et ceux qui parlent de changement climatique, ils vous racontent un autre futur. Et donc, il est, à mon avis, extrêmement urgent d'essayer de mettre des liens entre ces deux histoires, parce que sinon, on ne perçoit qu'une partie de la réalité. Et il y a des points communs et il y a des points qui ne sont pas communs. Mais ce qui m'apparaît en discutant avec différentes personnes, et je ne suis pas le seul à avoir essayé de faire ces liens, c'est qu'il n'y a pas non plus de grand consensus sur le sujet. Chacun lit un peu de littérature de l'un, un peu de littérature de l'autre côté, essaye de faire des ponts, mais chacun construit finalement ses propres ponts. On n'a pas comme dans le monde académique un ou deux auteurs de référence où tout le monde se dit « Ok, on prend ça comme point de départ et on passe là-dessus, on construit une réflexion. » Donc, moi, je pense que c'est vraiment l'enjeu du futur, c'est comment on concilie deux futurs. Alors, il y a des points qui sont communs, je pense, et je vais essayer de les mentionner. C'est un, que les deux versions ont une version finalement radicale et incrémentale. La version incrémentale, c'est finalement par la nature, est-ce qu'on a vraiment une révolution technologique? Est-ce que ce n'est pas plus des adaptations? Où sont vraiment les nouvelles technologies maintenant qu'on nous prétend? C'est plutôt des mises en connexion de technologies. C'est la même chose du côté de changement climatique. Il suffit de jouer la technologie et on va pouvoir adapter nos sociétés assez facilement à de l'énergie décarbonisée. Donc, il y a une première version dans les deux histoires qui est finalement, on sait comment faire face au futur. Ce n'est
n'est pas celle-là que je vais développer. La deuxième version, c'est que c'est un changement radical dans les deux. On bascule dans quelque chose de nouveau, que ce soit pour le changement climatique ou que ce soit une nouvelle révolution industrielle qui est la troisième, quatrième, cinquième ou sixième selon les auteurs. Alors, sur ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il faut essayer de mettre, je pense, essayer de mettre de l'ordre. Je pense que sur les deux révolutions qui se passent, il est nécessaire d'en faire une hiérarchie. Une hiérarchie pour essayer de penser, elles ne sont pas au même niveau. Je pense qu'il y en a une qui est absolument impérative, c'est le changement climatique, qui est totalement nouvelle et qui nécessite de changer, et j'y reviendrai, plus que probablement des comportements et une façon de concevoir le changement pour le monde du travail de façon plus générale, qui est relativement nouvelle, en tout cas qui pose des questions, pas mal de questions par rapport aux approches classiques. Et la deuxième qui est subordonnée et in fine par le titre même. Si on est la troisième, quatrième, cinquième ou sixième, c'est qu'on a des exemples avant et on peut essayer d'en tirer du passé. On ne peut pas toujours tirer des leçons complètes pour le futur, mais on n'est pas totalement surpris. C'est quelque chose qui a déjà été relativement théorisé et dans lequel il y a pas mal de littérature. Donc, je pense que la première chose, c'est essayer de faire une hiérarchisation. On a deux futurs, mais il y a un qui est impératif, c'est comment on fait face au changement climatique, et l'autre qui est, à mon avis, plus subordonné. Alors, quand on regarde, on fait une étape en plus, quels sont finalement les points, les zones de consensus et les zones de différence. Je pense qu'il y a deux, trois grandes zones de consensus. Si on va dans la version, c'est un changement radical, c'est que les deux parlent de rupture et les deux parlent de transition. Et donc, on rajoute finalement ce qu'on a appris à faire, c'est de mettre un S à transition. On a deux transitions, digitale et climatique. Et donc, ça, c'est le premier point. C'est que les deux histoires nous racontent une transition. Donc, on va basculer dans quelque chose qu'il faut gérer pour un temps qui est le temps de la transition, qui n'est jamais lui-même déterminé. Le deuxième élément, c'est quand même le rôle de la technologie. C'est évident dans le changement digital, mais c'est aussi l'élément dominant dans le changement climatique. Je veux dire, il y a là des nouvelles technologies, notamment en matière d'énergie, mais pas uniquement, qui est nécessaire. Il y a un troisième élément qui est commun dans les deux discours, mais c'est presque commun, je dirais, quasi dans tous les discours sur le futur, c'est celui de l'éducation et la formation. On change, donc il faut réfléchir l'éducation et la formation. Ça, c'est selon moi les trois points qui sont communs. Quelles sont les grandes différences? Les grandes différences sont sur le futur, c'est-à-dire finalement la vision géographique. Le changement digital nous dit on est dans un monde globalisé, naturellement avec les technologies de l'information. Donc, l'espace qu'on considère pour le futur est un espace global. C'est ça qui est le niveau pertinent. Si on regarde la littérature sur le changement climatique, on est sur un espace local. On dit qu'il faut réapatrier tout, on doit consommer des choses qui soient proches des centres de production et les centres de consommation. Et donc, on est dans un monde qui se régionalise, qui se fragmente et qui se forme de communautés locales. Et donc là, on a un premier élément qui est, je pense, extrêmement important. C'est comment est-ce qu'on réfléchit avec ces deux histoires qui sont en partie en parallèle, comment est-ce qu'on réfléchit le global et le local, chacune ayant sa préférence. Le deuxième, c'est sur l'idée de compétition ou de coopération. Dans le monde digital, on est dans un monde compétitif, dans lequel finalement les acteurs sont dans un monde compétitif dans lequel ils espèrent créer des monopoles.
mais la dynamique qui est mise en avant est la dynamique en termes de compétition. Qui va gagner? Qui va gagner la lutte? C'est les Chinois, les Américains, l'entreprise A ou l'entreprise B. Ce n'est pas du tout la façon de penser le futur. Quand on regarde la littérature sur le changement climatique, là, c'est la question de comment est-ce qu'on va coopérer. Il n'a aucun sens qu'il y ait des voitures électriques françaises très, très compétitives si le reste n'ont pas de voitures électriques, si on pense que les voitures électriques sont le futur, bien évidemment. Donc là, effectivement, la question est de dire les éléments dans lesquels on doit réfléchir sont des éléments de savoir comment ensemble on va parvenir à transformer le monde en général et le monde du travail en particulier. Et comment est-ce qu'on va le faire de façon coopérative? Tandis que l'autre va être comment est-ce qu'on le fait de façon compétitive et fractionné. Et finalement, le dernier élément, c'est la question des acteurs, c'est-à-dire qu'il y en a un des futurs, on voit très bien quels sont les acteurs, les grandes compagnies, les GAFA, on a toute une série d'acteurs qui peuvent être identifiés comme structurant le futur. Mais dans la question climatique, c'est assez difficile de voir les acteurs. Il n'y a personne qui parle naturellement pour le climat. Quand j'ai écrit ça, il n'y avait personne finalement, et on a peut-être un acteur qui a été émergent il y a l'année passée, mais qui on voit moins maintenant, c'est finalement les jeunes. C'est finalement les jeunes qui parlent à propos de leur futur, qui sont l'acteur sur le climat, qui serait l'acteur le plus pertinent. Mais on a là une asymétrie d'acteurs qui ne sont pas les mêmes, etc. Et donc, pour finir cette première intervention dans les temps, qu'est-ce que je pense qui est nécessaire de réfléchir le changement et quelle est la difficulté si on dit il y a des différences et on met une hiérarchie sur le climat. Et je pense que le changement le changement climatique est quelque chose qui défie la science politique. La science politique ou la façon de changer une société, c'est finalement, il y a différents groupes d'intérêts, il y a un gouvernement qui se fait à majorité, une large majorité, il gagne, il mène des politiques publiques qui lui paraissent en relation avec les intérêts qu'il représente. Dans le changement climatique, on doit avoir une réflexion du changement qui est radicalement différente, puisque c'est comment est-ce qu'on convainc 90% de la population de changer de comportement. Et donc, ce n'est pas de gagner une élection, de gagner 2 élections. On l'a vu aux États-Unis quand Trump remplace Obama. C'est de trouver comment on peut arriver à un changement qui conduit finalement à une société de façon assez large, extrêmement majoritaire, à avoir des comportements qui sont différents. Je pense que ça va être une sorte de débat sur le futur et comment on va devoir penser les doubles changements en mettant l'accent, selon moi, sur le principal de changement climatique. C'est comment est-ce qu'on peut réfléchir à un changement dans lequel, en même temps, on doit convaincre une large majorité, j'ai dit 80-90% des gens, qu'on devrait les convaincre rapidement, tandis que le changement et les changements sociétaux sont par nature lents. Et là, on a la contradiction. Donc, c'était ce que je voulais dire en introduction. Je pense qu'il y a encore beaucoup à réfléchir. C'est une proposition, mais comment est-ce qu'on pense un futur dans lequel il n'y a pas 2 futurs parallèles? On n'est pas dans des multilevers, mais on parvient à construire un futur en ayant des communautés et des formes de réflexion qui se parlent plutôt qui sont comme des voies de chemin de fer en parallèle. Voilà. Merci Philippe pour cette première intervention. Je pense qu'il suscitera quelques réactions qui répondent à une préoccupation exprimée dans la dernière session, hein, qu'on prenne en compte, je crois que ça a été dit comme ça, la plaque tectonique de la relation à la nature. Vous avez évoqué
donc cette dimension du changement climatique. On va passer à une deuxième intervention, celle de Steinbrück. J'espère que j'accroche pas trop le nom. Non, apparemment, non. Donc, et puis, bon, on mettra tous ces éléments en discussion. Il me semble que Philippe a fait écho à un certain nombre de préoccupations qui sont les vôtres. Moi, ce qui m'a frappé dans nos échanges préparatoires, Sten, c'est que vous avez attiré mon attention sur le fait que derrière la problématique de l'avenir du travail à l'étranger, et donc du même coup en France, une question centrale, c'était la question de la qualité du travail et de son caractère ou non inclusif. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces idées? Oui, bonjour et merci pour l'introduction. J'en profiterai du coup des quelques minutes que j'ai pour donner une vision un peu globale sur les travaux que l'OCDE a fait sur l'avenir du travail et en particulier sur la question, comme vous le dites, de la qualité de l'emploi et aussi de l'inclusivité du marché du travail. Donc, ce qu'on fait à l'OCDE, c'est qu'on étudie les plusieurs méga tendances qu'il y a, donc la digitalisation, la globalisation, le vieillissement de la population aussi, et l'effet que ces méga tendances ont sur le marché du travail. Donc, sur le nombre d'emplois, la quantité, mais aussi la qualité, et puis les inégalités qui existent sur le marché du travail. Et donc, ce qu'on fait, c'est clairement des comparaisons internationales. On a maintenant, je pense, 38 pays membres de l'OCDE. Et donc, cela nous permet d'identifier des tendances internationales, des tendances communes. Et c'est ça un peu le but de l'OCDE, c'est qu'on met ensemble tous ces décideurs politiques pour identifier des problèmes communs et voir comment les résoudre. Donc l'année dernière, en avril, on a publié un livre qui a un peu résumé nos travaux sur l'avenir du travail avec nos conclusions principales et aussi des conclusions pour les politiques publiques, bien que préliminaires, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup plus de travail à faire. Et donc, les politiques, on en a déjà parlé, c'est la formation, mais aussi le dialogue social, la protection sociale et la régulation du marché du travail. Et donc, si je dois résumer ce travail en quelques mots, je pense que quand on regarde la quantité de travail, on ne se fait pas trop de soucis. Bon, bien sûr, on passe par une crise assez spécifique en ce moment, mais on la voit plutôt comme une crise conjoncturelle. À long terme, on ne pense pas que, par exemple, on verra un chômage technologique massif. On ne l'a jamais vu dans le passé avec les changements technologiques qu'on a vus déjà dans l'histoire. Et on ne pense pas qu'on le verra cette fois-ci non plus. Mais par contre, ce qu'on voit dans la plupart des pays OCDE, c'est que la quantité d'emplois a augmenté dans les dernières 2 décennies, par exemple. Donc, quasiment tous les pays OCDE, on observe ça. Mais par contre, là où on se pose peut-être un peu plus de questions, on a un peu plus de soucis, c'est comme vous le dites, sur la qualité du travail dans l'avenir et aussi sur l'inclusivité du marché de l'emploi. Alors, en ce qui concerne la qualité du travail, on pense que c'est surtout la croissance dans certains pays, mais pas dans tous. Dans certains pays, des formes atypiques ou non standards de travail. Donc, on parle de contrats temporaires, de gens qui sont indépendants ou parfois qui ont des caractéristiques d'indépendants, mais aussi des caractéristiques de salariés. C'est des gens qui sont quelque part dans une zone grise au milieu. Et aussi, bien sûr, de cette économie de plateforme dont on a déjà parlé. Alors, en soi, ces formes de travail ne sont pas toujours mauvaises. Je pense qu'elles peuvent apporter beaucoup de positifs aussi en termes de flexibilité, par exemple, pour l'employeur comme pour le travailleur, du moment que ce soit la bonne flexibilité et non la mauvaise flexibilité. Mais ce qu'on voit, c'est que dans de nombreux cas, ces travailleurs sont dans des situations où ils ont moins ou parfois même pas de protection sociale. Ils ne sont souvent pas représentés par des syndicats ou moins représentés. Ils ne sont pas couverts par des accords collectifs. Ils ont peu de protection dans l'emploi. On pense par exemple aux chauffeurs Uber ou d'autres travailleurs de plateforme qui peuvent être désactivés d'un moment à l'autre et donc perdre leur travail d'une seconde à l'autre.
Et on voit aussi souvent que les salaires, les conditions de travail sont inférieures à ceux qu'on voit dans d'autres contrats de travail des salariés. Ils participent aussi, par exemple, moins dans la formation. Donc, il y a quand même pas mal de soucis de la qualité du travail. Alors, même si en moyen terme, on ne voit pas vraiment un grand risque du côté de quantité de travail, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura beaucoup de transitions. On voit un changement structurel de l'économie et du marché du travail important. Il est lent, mais il est très, très marqué. Parfois, il n'est pas si lent. Quand on regarde, par exemple, le changement qu'il y a eu de l'emploi dans l'industrie, qui a vraiment shifté dans l'emploi dans les services, on voit des grands changements et on s'attend à que les gens auront besoin de d'abord changer d'emploi pendant leur carrière ou bien s'adapter au travail à de nouvelles tâches qui vont apparaître. Et ce qui crée des soucis, c'est que ces changements et ces transitions seront plus difficiles pour des travailleurs les moins qualifiés. Et c'est souvent ces travailleurs aussi qui sont dans des formes de travail dont je viens de parler, qui sont les plus précaires. Et donc, ce sont des travailleurs qui sont les moins accompagnés dans ces transitions, ces changements qu'on voit dans le marché de l'emploi et qui risquent de se trouver au chômage. Donc, à notre avis, il y a vraiment une nécessité de renforcer les protections pour ces travailleurs donc dans ces contrats typiques. Et parfois, je pense qu'il y a même une nécessité de se poser des questions à propos de l'utilisation de ces contrats. Et si bon, d'un côté, ils peuvent apporter des avantages, je pense qu'on doit se faire des soucis quand ces contrats sont utilisés uniquement pour transférer des risques et des coûts de l'employeur, donc des épaules de l'employeur sur le travailleur. Et je pense que dans ces cas-là, il y a vraiment un problème. Et ça m'amène au prochain point, c'est que dans certains coins du marché du travail, on a observé ce qu'on appelle de la monopsonie. Donc, c'est des situations où des travailleurs ont très peu d'options de sortie. Ils n'ont pas, beaucoup d'options de chercher d'autres travail autre part. Et donc, ça diminue leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur employeur. Donc, il y a un certain déséquilibre dans le rapport de force. Et ce déséquilibre est encore plus un problème quand les travailleurs n'ont pas accès à la négociation collective, donc quand ils ne sont pas représentés. Et on voit dans ces situations de monopsonie que les travailleurs ont souvent donc des conditions de travail ou des salaires inférieurs à ce qu'on devrait voir dans un marché compétitif. Et aussi, on voit moins d'emplois que ce qui devrait être le cas dans un marché compétitif. Et donc, si on mène tout ça ensemble, on voit des risques dans l'avenir du travail, qui est une croissance, je pense, des inégalités entre ceux qui sont les plus qualifiés et ceux qui sont les moins qualifiés d'un autre côté. Je pense que ça, c'est vraiment un écart qui va grandir dans les années qui viennent. On le voit d'ailleurs aussi dans ce qui se passe en ce moment, dans cette crise sanitaire et l'effet que la crise a sur le marché du travail. Et on en parlera plus tard dans cette session. Mais je pense qu'on voit aussi d'autres inégalités apparaître dans le marché du travail. Si j'ai dit qu'il n'y avait peut-être pas un risque de chômage technologique massif de manière globale, je pense qu'on le voit dans certaines régions, par exemple. Il y a des régions où certainement on voit un chômage technologique massif. Donc là, il y aura une croissance des inégalités entre les régions. On voit aussi une autre chose qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, les jeunes ont de plus en plus, ils ont toujours eu plus de difficultés à s'insérer sur le marché du travail, mais on voit qu'avec le temps, ces difficultés deviennent plus importantes. Donc, les jeunes aujourd'hui ont plus de difficultés à s'insérer dans le marché du travail qu'il y a 10 ou 15, 20 ans. Et c'est une tendance qui est assez préoccupante, je trouve. Une des raisons, c'est que, par exemple, avec l'automatisation, on a trouvé que le risque d'automatisation est plus élevé pour des emplois d'entrée dans le marché du travail. Donc, c'est des emplois qui sont plus facilement qu'on peut substituer plus facilement avec des algorithmes ou des robots. Et donc, ça diminue les options pour les jeunes qui rentrent dans le marché du travail.
Et puis, bien sûr, il y a d'autres groupes aussi, donc, quand on parle de migrants ou de personnes handicapées, etc. Je pense qu'avec l'avenir du travail, les nouvelles technologies et la globalisation, je pense qu'il y a des très grands risques pour ces groupes-là. Alors, pour les politiques publiques, l'important, c'est vraiment qu'on n'oublie pas ces groupes et qu'on fasse comme quoi les politiques publiques aident ces groupes-là dans les transitions importantes qu'on va voir dans les années qui suivent. Et d'ailleurs, et de nouveau, on reviendra sur le sujet, avec cette crise qui accélère un peu les tendances qu'on a déjà vues dans les années, les dernières 10 années, cette crise accélère et on a vu que l'impact de cette crise tombe surtout sur les groupes que je viens de mentionner. Donc voilà, j'arrêterai un peu mon intervention On ici. va y revenir. On va y Exactement. revenir. Hein. On va y revenir et puis dans un premier temps, on va un peu approfondir finalement cette question de la vulnérabilité par rapport aux évolutions du travail. Cyril, si je ne me trompe pas, je rappelle que vous êtes représentant de l'Organisation internationale du travail pour la France. Hein, ce que vous me laissiez entendre dans nos échanges préparatoires, c'est qu'il y avait un vrai enjeu aujourd'hui à renforcer les capacités d'adaptation individuelle par rapport à ces évolutions du monde du travail. Je me trompe ? Bonjour et merci. Non, la question des capacités des femmes et des hommes au travail, elle est essentielle pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions, ce que mon collègue de l'OCDE vient de dire, hein, le fait de vivre ces transitions qui transforment le monde du travail. Parce que ce qui est central, en fait, dans cette conversation sur la prospective, et la session introductive l'a bien montré, je crois, hein, c'est que ce qui est important, c'est de maîtriser ces transformations. Et si on veut les maîtriser, ça renvoie précisément à la question des capacités. Au niveau du diagnostic, je ne vais pas répéter ce que mon collègue de l'OCDE vient de dire. Je voudrais simplement peut-être insister sur la façon dont on a essayé de contribuer à ce débat à l'Organisation internationale du travail qui a célébré le centenaire de sa création l'année dernière. Et ça a été l'occasion pour nous donc d'effectuer un certain nombre de travaux précisément sur l'avenir du travail. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est pas tellement de se positionner par rapport à la parole de l'expert ou la parole de l'analyste. On a essayé finalement de retourner un petit peu aux sources de la création de l'OIT et de faire du travail un objet politique. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de susciter, de soutenir dans tous les pays membres de l'OCDE un certain nombre de débats et de réflexions entre acteurs du monde du travail sur l'avenir du travail désirable. Parce que le travail, ce n'est pas seulement un facteur économique de production, le travail, ce n'est pas seulement même un statut socio-économique. Hein. On distingue de ce point de vue le travail et l'emploi. Le travail, c'est aussi un élément très important de la cohésion des sociétés. Donc, c'est véritablement rassembler l'ensemble de ces dimensions du travail pour en faire un objet de délibération. Et c'était le sens donc on a appelé ça les conversations sur le travail que nous avons développées au niveau international, mais aussi au niveau de chacun des pays membres de l'organisation. Alors, cette maîtrise des transformations et cette question des capacités, elle se cristallise autour d'une métamorphose du travail qui se décline un petit peu en trois transitions. Donc là, je vais pas répéter ce que les précédents panélistes ont pu exposer, mais dans le monde et dans les conversations dans tous les pays qui ont eu lieu, on a pu constater que ces transitions, elles étaient quand même très, très différemment appréhendées et vécues. Alors, il y a la transition dont on parle beaucoup dans les pays industrialisés, dans un pays comme la France, la transition technologique, la question de la transition numérique qui effectivement bouleverse non seulement les modes de production, mais aussi notre rapport au travail, l'environnement du travail et l'organisation du travail.
Et cette transition numérique, elle pose aussi un problème dont on parle peut-être moins souvent, c'est celui de l'organisation des marchés. Le numérique introduit de nouveaux modes de concurrence qui génèrent de nouvelles distorsions sociales. Il ne faut pas oublier que lorsque le droit du travail est né, il est né, bien sûr, à la faveur d'un certain nombre de revendications sociales sur les conditions de travail, leur amélioration, mais il s'est aussi développé sur une logique d'organisation des marchés et d'éviter des distorsions sociales de concurrence sur les marchés entre producteurs, entre entreprises. Et ce que la nouvelle économie numérique et l'économie des plateformes montrent bien, c'est que dans un certain nombre de secteurs, on a des concurrences entre des modèles économiques conventionnels, des modèles économiques de plateforme qui n'ont pas les mêmes coûts, qui n'ont pas les mêmes statuts, ce qui pose un vrai problème et ce qui amène à nouveau à renouveler finalement la question de la régulation et du droit du travail. Il y a une deuxième transition que je voudrais mentionner parce qu'elle me semble très, très importante, et on en parle moins en général dans un pays comme la France, c'est la transition démographique qui est apparue très, très fortement dans d'autres régions du monde, parce qu'en Europe, en Amérique du Nord, la question du vieillissement démographique est débattue depuis maintenant assez longtemps, mais c'est un élément totalement nouveau pour un grand nombre de régions du monde. Je pense à l'Asie, je pense dans une moindre mesure à l'Amérique latine. Et à l'horizon 2050, l'ensemble des régions du monde, à l'exception de l'Afrique subsaharienne qui va continuer d'avoir une démographie extrêmement dynamique, mais l'ensemble des régions du monde vont rentrer dans une phase de vieillissement accéléré, avec même des perspectives de diminution de la population en âge de travail. Donc c'est un changement absolument fondamental dans le monde du travail. Et ça n'est pas un hasard si au niveau international, on relève que les questions de santé au travail deviennent extrêmement prégnantes, et y compris dans des pays qui bénéficiaient jusqu'ici d'une démographie plutôt jeune et dynamique. La troisième transition qui a été identifiée dans ces conversations sur l'avenir du travail, Philippe Pochet en a abondamment parlé, c'est évidemment la transition écologique. On voit, c'est peut-être aussi l'effet de la période un peu spéciale que nous vivons avec cette pandémie. De plus en plus, la question sociale et la question écologique, y compris la question climatique, étroitement liées. Il y a des discussions, il y a des réflexions dans les pays industrialisés sur la façon d'anticiper les nouvelles filières, de développer les nouvelles compétences pour préparer les nouveaux emplois. Il y a des enjeux majeurs dans toutes les régions du monde. En particulier, je voudrais donner un seul exemple dont on parle relativement peu, encore une fois, dans un pays comme la France, c'est la question du travail dans l'agriculture, par exemple. Le secteur agricole, tout le monde sait que c'est un des principaux facteurs d'émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Donc, c'est un enjeu majeur pour la lutte contre le dérèglement climatique. L'agriculture et la forêt, c'est aussi le premier secteur pourvoyeur d'emplois dans le monde. Près d'1,5 milliard d'emplois dans le monde dans ces deux secteurs. Et par conséquent, la façon dont on saura, en particulier dans les pays d'Asie du Sud et en particulier dans l'Afrique subsaharienne, la façon dont on saura conjuguer le défi climatique et environnemental, c'est-à-dire limiter la déforestation, préserver un mode d'exploitation des sols durables avec des nouvelles techniques agraires et puis maintenir aussi dans ce secteur un certain nombre de populations pour limiter les flux démographiques, les flux migratoires vers les villes où les emplois ne se développent plus aussi vite qu'auparavant. On voit bien que, encore une fois, l'enjeu social et l'enjeu écologique, par ce seul exemple, ces deux enjeux sont étroitement liés. Alors, une fois analysées ces trois transitions, comme vous l'avez rappelé, effectivement, ce qu'on a essayé de développer durant cette
ces travaux sur l'avenir du travail à l'occasion du centenaire de l'OIT, ça a véritablement été de souligner que l'avenir du travail n'est pas écrit d'avance. Donc ça, je pense que la première session l'a bien souligné. L'avenir du travail ne sera pas la résultante mécanique de toute une série de transformations du travail. L'avenir du travail, il dépendra de choix politiques, de choix collectifs, d'où encore une fois l'importance de savoir ériger le travail en objet de délibération politique entre acteurs du monde du travail. Vous savez que l'OIT, j'ai fait l'impasse là-dessus, mais l'OIT, c'est une organisation qui est très particulière parce que il n'y a pas que les gouvernements qui sont membres de l'OIT, il y a aussi l'ensemble des partenaires sociaux de tous les pays membres de l'OIT, donc les 187 pays membres de l'OIT. Donc, avoir ce débat tripartite sur le travail et son avenir, c'était extrêmement important. Et donc, ce que l'on a essayé de faire, c'est d'identifier les variables sur lesquelles ces politiques, ces stratégies pouvaient se construire pour, encore une fois, maîtriser ces transformations et dessiner un avenir du travail désirable. Et parmi ces curseurs, beaucoup ont à voir avec ce que je disais en répondant à votre question. Ils ont beaucoup à voir avec la question des capacités des femmes et des hommes. Comment faire en sorte que les femmes et les hommes au travail puissent vivre dans de bonnes conditions cette transition donc démographique, écologique et numérique. Alors, parmi ces curseurs, on retrouve un point que mon collègue de l'OCDE a souligné aussi, c'est la question des compétences et de la formation tout au long de la vie. C'est la question des transitions professionnelles aussi, surtout pour les plus vulnérables. Là encore, Stan l'a très bien rappelé, donc je ne vais pas le répéter. Mais si on prend l'exemple de la formation et des compétences, par exemple, on voit bien qu'il y a plusieurs façons de parler de la formation tout au long de la vie. On peut mettre l'accent sur l'individualisation des processus devant conduire à la formation. La formation, pour qu'elle soit d'un accès équitable, pour qu'elle soit de qualité, il faut que ce soit véritablement un enjeu politique, un enjeu collectif, avec des garanties collectives qui assurent précisément un accès équitable à la formation tout au long de la vie. Parmi un autre curseur qui est absolument essentiel et sur lequel le rapport de la Commission mondiale de l'OIT sur l'avenir du travail a mis l'accent, c'est la question de l'égalité professionnelle. La participation la situation des femmes sur le marché du travail à l'échelle internationale, c'est à la fois un élément important de la précarité que l'on peut observer dans l'emploi dans le monde, et c'est aussi un potentiel extrêmement important de croissance, à la fois économique et de croissance du revenu, notamment pour les pays en développement. Donc, les conditions qu'on saura ou pas réunir pour optimiser la participation, à la fois la participation quantitative, mais aussi le statut des femmes sur le marché du travail est absolument essentiel pour les années à venir. Et puis, il y a la protection sociale aussi, qui, en matière de protection sociale, on a beaucoup évolué dans la façon d'appréhender cet enjeu. Aujourd'hui, la protection sociale, elle est véritablement conçue, et pas seulement à l'OIT, et par beaucoup d'autres organisations internationales, comme véritablement un facteur de développement durable. Ça n'est pas la conséquence mécanique du développement et de la croissance, ça devient un facteur permettant cette croissance. Alors, on va peut-être, merci Cyril, on va y revenir sur cette question de la protection sociale à la fois dans notre échange dans une dizaine de minutes, et puis il y a une session en fin de journée consacrée spécifiquement à cette question de la protection sociale. Clément, moi je me suis dit plusieurs fois en écoutant les analyses et sans remettre en cause la qualité des interventions, on a peut-être quand même quelquefois tendance à avoir une lecture des évolutions dans le monde du travail finalement peut-être un peu ethnocentrée. Est-ce qu'on pourrait aller un peu en Asie du Sud-Est
hein, et que vous nous disiez finalement en quelques mots quels sont les mouvements importants, hein, qui structurent l'avenir du travail, enfin l'évolution du travail, la métamorphose du travail aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Alors, est-ce que vous voyez l'écran que je partage là, pour commencer? Est-ce que ça fonctionne? Moi, je le vois. J'espère que les participants le voient. J'imagine. Je ne vois personne qui nous dit non, 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 non. Alors, c'est parfait. Bon, du coup, je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation et pour m'avoir demandé de réaliser cet exercice hein, qui est pas le plus simple, hein, qui consiste donc à appréhender en quelques minutes les principales métamorphoses du travail en Chine. Et donc, je suis très content de la qualité des interventions précédentes qui, en fait, permettent, dans une certaine mesure, d'éclairer mon propos et de le resituer, donc dans le cas plus particulier, de ce qui se passe en Chine actuellement. Alors, pour commencer donc cette présentation, on peut rappeler très simplement le contexte macroéconomique général, hein, qui est que le succès du développement économique chinois depuis les années 80 est en grande partie fondé donc, sur l'exportation de biens industriels à faible valeur ajoutée et que les autorités chinoises cherchent depuis maintenant plusieurs années hein, à s'éloigner de ce modèle de développement. Alors, cette volonté donc, de transformer le mode de développement chinois, ça laisse entrevoir, à mon avis, trois tendances fortes. Premièrement, eh bien, l'objectif de développer les services au détriment de l'industrie et de l'agriculture. Ensuite, le développement d'une industrie de pointe qui serait capable donc, de rivaliser avec les pays les plus avancés. Et puis enfin, la volonté de se débarrasser des industries à faible valeur ajoutée qui sont également souvent très polluantes. Donc, je vais essayer de revenir sur chacune de ces trois tendances de fond en montrant à chaque fois les implications sur le monde du travail, même s'il me semble tout de suite nécessaire hein, de préciser qu'il s'agit bien d'objectifs établis au niveau du gouvernement central et que ces objectifs peuvent être en partie contrariés dans la mesure où les directions prises depuis Pékin sont souvent en fait adaptées, voire parfois contournées lorsqu'elles sont mises en œuvre au niveau local. Alors, pour commencer, le développement donc, des services, hein, c'est un phénomène qui est assez classique observé en économie du développement et là-dessus, la Chine ne fait pas exception à la règle. Hein. On voit dans ce tableau l'évolution de la structure d'emploi depuis le lancement des réformes par Deng Xiaoping en 1978. Alors, à la fin de la période maoïste, hein, les 2/3 des emplois étaient situés dans l'agriculture. Puis on a assisté à une montée constante des emplois industriels jusqu'au début des années 2010 environ. Et enfin, à une montée encore plus importante des emplois dans les services. Si bien qu'aujourd'hui, les emplois de services représentent à peu près la moitié de l'emploi total. Et donc, cette part de l'emploi dans les services devrait continuer à croître au détriment de l'industrie dans les années à venir. Alors, encore une fois, pour les économistes du développement, cette transition, en théorie, c'est plutôt bon signe, hein, l'idée implicite étant que les emplois dans les services sont souvent de meilleure qualité, moins pénibles et plutôt mieux payés que les emplois industriels. En fait, ce qu'on voit, c'est que cette vision, elle est largement idéalisée. Hein, dans le cas de la Chine, on assiste certes d'un côté au développement d'emplois dans l'informatique, dans la gestion des entreprises, dans le secteur bancaire et assurantiel, par exemple, hein, qui sont accessibles en effet aux jeunes urbains ayant fait des études supérieures. Il s'agit d'emplois relativement bien payés, occupés par ceux qui composent celles qu'on qualifie parfois de nouvelles classes moyennes chinoises. Mais en parallèle à ça, on a également le développement massif d'emplois peu qualifiés ou très peu qualifiés dans les services. C'est le cas par exemple dans le secteur du nettoyage, de l'aide à domicile. On a également le développement très rapide hein, de livreurs qui accompagnent le développement en Chine des entreprises de commerce en ligne et d'autres activités qu'on regroupe parfois sous le nom d'économie de plateforme. Alors, la plus connue de ces entreprises, c'est Alibaba, hein, l'équivalent d'Amazon en Chine, mais elle est loin d'être seule et il y a de très nombreuses entreprises qui se développent dans ces secteurs. Alors,
ces emplois de service, a priori, sont parfois moins pénibles hein, que le travail en usine, mais bien souvent aussi, ils ne donnent pas lieu à un contrat de travail formalisé et donc pas non plus droit à la protection sociale. Et puis, on a également une véritable atomisation de la relation salariale, hein, parce que ces travailleurs ne sont souvent pas insérés dans un collectif de travail, ce qui complique encore plus la possibilité de se mobiliser pour obtenir des droits, et ce, dans un environnement politique qui est déjà très hostile aux défenseurs des travailleurs. Il faut par exemple rappeler que les droits collectifs fondamentaux de l'OIT, le droit de grève, le droit à la négociation collective par exemple, eh bien, n'existent pas en Chine. Alors, on pourra éventuellement y revenir dans la discussion. Alors, vous avez sur ces deux photos, là, en haut à gauche, des livreurs à domicile pour l'entreprise Meituan, qui est un peu l'équivalent d'Uber Eats, disons, ici dans les pays occidentaux. Et en bas à droite, des activités de nettoyage dans les villes, comme on en retrouve de tels travailleurs par milliers dans la plupart des villes chinoises. Alors, l'autre objectif des autorités chinoises, hein, c'est la montée en gamme de l'industrie. Pour cela, le gouvernement chinois investit massivement avec une politique industrielle qui est beaucoup plus volontariste que dans la plupart des pays occidentaux. Alors, vous avez peut-être entendu parler à ce titre hein, du plan Made in China 2025, des progrès évidemment en matière de télécommunications et de 5G, ou encore des objectifs renouvelés de conquête spatiale, par exemple. Alors, très concrètement, sur le plan du travail, cette stratégie, elle se traduit au sein des entreprises par un développement constant du nombre d'ingénieurs et aussi par la montée en compétences d'un certain nombre de travailleurs de l'industrie qui apprennent, par exemple, à gérer des machines plus complexes. Alors, l'une des limites importantes à cette dynamique, hein, c'est que ces investissements dans les technologies de pointe, eh bien, ils ne s'accompagnent pas d'un effort comparable dans la formation professionnelle qui, en réalité, permettrait hein, de généraliser cette montée en compétences dans l'industrie. Ensuite, une autre tendance dans l'industrie chinoise, c'est le développement assez rapide de la robotisation ces dernières années, hein, là encore en grande partie d'ailleurs soutenue par les politiques publiques, et qui conduit à la destruction d'emplois peu qualifiés. Alors, par contre, il ne faut pas imaginer que les tâches pénibles puissent être entièrement automatisées dans les années à venir. Hein. Les transformations à l'œuvre sont plutôt plus lentes pour l'instant que les objectifs affichés par le gouvernement. Et puis, on a une distinction entre des grandes entreprises qui peuvent réaliser des économies d'échelle grâce à la robotisation, et puis de l'autre côté, de très nombreuses PME qui, elles, n'ont pas du tout les moyens d'investir et dans lesquelles, en fait, le travail humain reste largement la norme. Et donc, par conséquent, la montée en gamme n'est pas du tout généralisée dans l'industrie chinoise et on retrouve, un peu comme dans les services, une très forte polarisation entre, d'un côté, des emplois qualifiés, voire très qualifiés, et en bas de l'échelle, toujours des millions d'emplois qui restent très pénibles et très mal rémunérés. Voilà, donc ces deux photos illustrent d'un côté hein, une industrie automobile, par exemple, très automatisée, et en bas à droite, hein, dans l'assemblage électronique, par exemple, toujours le recours à une main-d'œuvre très, très abondante et mal protégée, mal payée. Voilà, donc pour finir, il y a une troisième tendance hein, que je voudrais souligner parce qu'elle a des implications directes sur d'autres pays en développement et en particulier sur les pays voisins d'Asie du Sud-Est. Alors, cette dynamique, hein, ce sont les délocalisations industrielles qui s'accélèrent depuis la deuxième moitié des années 2010. Alors, la première idée qui vient à l'esprit hein, pour expliquer ces délocalisations, c'est la hausse des salaires en Chine. Hein, c'est une explication qu'on voit souvent apparaître. Alors, il faut rappeler à ce sujet hein, que les salaires en Chine sont fixés localement et pas au niveau national, les salaires minimums, et que donc on a des différences très significatives entre les provinces côtières, anciennement industrialisées, où les salaires sont plus élevés, et les provinces de l'intérieur, où les salaires sont encore beaucoup moins élevés. Donc, au lendemain de la crise de 2008, on a d'abord eu un premier mouvement de relocalisation vers les provinces de l'intérieur, par exemple, dans le secteur de l'assemblage électronique. Mais depuis quelques années, on a un mouvement en fait, qui est beaucoup plus important de délocalisation vers d'autres pays asiatiques, et dans une moindre mesure d'ailleurs en Afrique, dans les secteurs à faible valeur ajoutée. Alors, en fait, ce phénomène, il ne s'explique pas uniquement
par les différences salariales entre les pays. Il y a aussi le fait, par exemple, que le gouvernement chinois se montre dorénavant beaucoup plus strict sur les questions de protection de l'environnement, ce qui a contraint à la fermeture de nombreuses usines très polluantes. Par exemple, la transformation du cuir qui était très très présente en Chine, hein, elle entraîne des rejets massifs d'eau contaminée dans la nature. Et donc, ces usines se retrouvent très rapidement, en quelques années, davantage dans des pays tels que le Vietnam, le Bangladesh ou l'Indonésie, où les réglementations environnementales sont beaucoup moins strictes pour l'instant. Alors, un autre accélérateur de ces délocalisations, c'est évidemment la guerre commerciale avec les États-Unis, c'est-à-dire la hausse des droits de douane imposés par Trump, qui incite les donneurs d'ordre occidentaux à pousser leurs sous-traitants à délocaliser leur production dans des pays voisins. Donc, en conséquence, on a, pour le dire simplement, une forme d'exportation, en fait, des pires conditions de travail via des employeurs chinois vers d'autres pays voisins où les conditions d'emploi sont encore moins protectrices qu'en Chine. Par exemple, on voit en ce moment, hein, depuis quelques années, se développer des zones économiques spéciales au Cambodge ou en Birmanie, alors, où les droits de douane sont inférieurs, mais pas uniquement. On a également un droit du travail dans ces zones qui est inférieur au droit national, et donc ce qui facilite l'exploitation, alors en général de jeunes femmes d'ailleurs, issues du monde rural. Voilà, alors pour conclure, hein, on peut se rappeler qu'il y a 15 ou 20 ans, hein, certains dénonçaient la course au moins-disant social qui accompagnait les délocalisations des pays développés vers la Chine. Eh bien, on peut, à mon avis, dire dans une certaine mesure, hein, qu'on assiste à une autre forme de course au moins-disant social et environnemental d'ailleurs, où on a une amélioration qui reste pourtant toute relative, hein, des conditions d'emploi en Chine, adossée à quelques règles un peu plus strictes en matière de protection de l'environnement. Eh bien, ces deux phénomènes conduisent à rechercher des conditions de fabrication à plus faible coût de production dans les pays voisins, mais surtout avec un coût social et environnemental qui reste, quant à lui, très très élevé. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, voilà, c'était un tour assez peu exhaustif de ce qui se passe en Chine actuellement, mais j'espère que ça vous aura quelque peu éclairé. Merci, merci Clément. Donc, à partir de là, on va passer à un deuxième temps dans le déroulement de la session. Il nous reste une demi-heure. Il nous semble important, dans la réflexion sur la métamorphose du travail à l'étranger, d'avoir un temps d'échange autour de l'impact de la crise sanitaire, de la pandémie, hein, finalement en se demandant si cette crise sanitaire impacte durablement ou non la métamorphose du travail. On a vu que ça avait sacrément changé la donne, au moins en France, dans la phase de confinement. Certains l'ont dit, certains des intervenants l'ont dit dans la première session, ça a mis en avant tout un ensemble d'égalités, ça a montré combien nos systèmes de protection étaient fragiles. Est-ce que, soyons fous, ça pourrait faire aller vers un mieux-disant social et environnemental? Et en lien à ça, moi, je me permets de faire écho à deux questions qui ont été posées par des participants. Au fond, cette crise met en avant l'importance d'avoir une approche très systémique, hein, par rapport à l'évolution du travail. Et un participant demandait lors de l'intervention de Philippe Pochet si on ne pouvait pas d'une certaine manière faire un lien entre les questions climatiques et les questions technologiques, finalement, en travaillant sur les questions d'empreinte. Je reformule vraiment la question, mais sur la question de l'empreinte écologique des évolutions, enfin des nouvelles technologies. Et puis une question de Francine Deprat qui, elle, demandait si
il n'y avait pas une forme de contradiction entre la complexité des formes d'organisation de la production à un niveau international et le fait qu'on avait des systèmes de régulation qui étaient avant tout nationaux. Alors, je reformule, si les intervenants peuvent réagir par rapport à ces deux points, on peut peut-être, dans un premier temps, se retourner vers Stein. Ma question étant finalement de savoir, suite à cette crise du coronavirus, au fond, une métamorphose du travail qui potentiellement va significativement diminuer le nombre d'emplois dans la durée ou pas? C'est une question très difficile. L'impact de la crise sanitaire a été très, très profonde et très, très rapide. On le voit notamment dans les statistiques sur le PIB. En France, par exemple, on avait une diminution entre le premier trimestre et le deuxième trimestre de près de 6%. L'impact total pourrait être de 11-12% du PIB en France. On voit quelque chose de pareil dans d'autres pays OCDE. Donc ça, c'est sur l'économie. Et pareil, on a vu un impact immense sur le marché du travail. Alors, en France, par exemple, donc commençons par exemple par les États-Unis et le Canada parce qu'on a des statistiques assez actualisées. On les voit toutes les semaines et qui sont publiées. On a vu un impact, une augmentation du chômage jusqu'à 15% aux États-Unis, peut-être plus élevé parce que c'est difficile de mesurer le chômage dans ces circonstances. Et au Canada, pareil. Alors, c'est vrai qu'au Canada et aux États-Unis, la réponse à la crise a été différente que la réponse qu'on a vue dans les pays européens, ou la plupart des pays européens, c'est qu'eux, ils se sont repliés plutôt sur le chômage, tandis qu'en Europe, c'est plutôt le chômage partiel, l'activité partielle. Mais même en France, on regarde le premier trimestre de 2020, on a vu une diminution de près de 500 000 emplois dans le secteur privé. Et au mois d'avril, on a eu 50% des salariés qui étaient en chômage partiel. Donc, c'est des chiffres énormes. Alors, en même temps, on a vu aussi une augmentation du travail à mi-temps. On a vu une diminution dans certains pays des salaires. Mais la question est, on ne sait pas quelle forme va prendre la reprise économique. Certaines parlent d'une reprise en forme de V. Ça me semble très, très optimiste. Surtout qu'on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes en ce moment. Et c'est ça surtout, je pense, qui rend cette question très, très difficile. Mais ce qui est certes, c'est qu'on a vu beaucoup des tendances dont on parlait déjà avant cette crise sanitaire. On a confirmé cette tendance, elles ont été accélérées. On voit que l'impact a été beaucoup plus fort sur les travailleurs vulnérables, les moins qualifiés, ceux avec les salaires les plus bas, ceux avec des contrats atypiques, les jeunes. Et ce sont souvent aussi des travailleurs qui travaillent dans des secteurs ou dans des emplois où on ne peut pas faire, par exemple, du télétravail. Alors, tout ce qu'on disait à propos de la qualité du travail, des inégalités, du besoin de protection pour de nombreux travailleurs vulnérables avant la crise, ça a été confirmé pendant cette crise et on a montré l'importance et l'urgence de faire quelque chose pour ces travailleurs-là. Oui. Si je peux me permettre, Stein, Oui. de fait, pas véritablement au fond de changement de trajectoire, plutôt peut-être une amplification de tendances qui existaient déjà en ce qui concerne le travail et l'emploi. Est-ce à dire, et là je fais écho à une réaction qu'il y a eu par rapport à l'exposé de Clément, que finalement tout va s'amplifier mais rien ne va changer, ou tout va s'amplifier et potentiellement, ne serait-ce qu'au regard des inégalités existantes, on est peut-être à la veille
et de difficultés économiques colossales, hein, tout simplement en lien à une baisse de la consommation. Vous parliez de baisse des revenus, voire de difficultés sociales et politiques majeures. Alors, Stein, votre avis, et puis les autres intervenants peuvent se préparer à rebondir sur le point de vue de Stein. Alors, à mon avis, c'est clair qu'on a une crise économique, mais on s'en sortira. Et je préfère qu'on parle un peu à long terme et de voir quel impact cette crise aura à long terme sur l'avenir du travail. Comme vous le dites, je pense qu'il y a une certaine accélération. On le voit toujours pendant les crises. Par exemple, quand on parlait de la polarisation du marché du travail, donc là, la croissance de la part des emplois peu qualifiés et hautement qualifiés, cette polarisation a été accélérée pendant la crise de 2008-2009. Et je pense que maintenant aussi, on va voir ces tendances accélérées. On a déjà parlé de l'accélération de la digitalisation. On a vu les GAFAM qui sont sortis en vainqueurs. Et je pense que c'est quelque chose c'est un changement permanent. On a vu, bien sûr, une augmentation forcée du télétravail, mais je pense que beaucoup d'employeurs ont été forcés, justement, ont fait quelque chose qu'avant, ils n'auraient jamais fait de leur propre choix. Et je pense qu'on a appris beaucoup. Alors, si c'est un changement permanent, on le verra bien si c'est un changement. Et je pense que c'est une tendance à suivre. Je pense que pour certaines personnes, oui. Je pense qu'ils se sont posé des questions à propos de l'équilibre entre travail et la vie personnelle, aussi comment ils voient leur carrière. Et je pense que pour certaines personnes, oui, ça pourrait avoir un impact à long terme. On parle aussi de l'économie des plateformes. Certes, certaines plateformes ont beaucoup souffert pendant surtout la période de confinement, mais je pense qu'aussi, à travers la digitalisation, beaucoup de personnes ont découvert justement ce genre de service. Et je pense que les plateformes aussi, ou certaines au moins, se sont réinventées pendant cette période. Et je pense qu'avec le chômage, par exemple, qu'on a eu, le confinement, qu'on a eu, le télétravail, certaines plateformes ont même vu une augmentation de demandes, donc de nombre de travailleurs qui veulent travailler, offrir leurs services sur ces plateformes. Donc, de nouveau, je pense que cette économie de plateforme pourrait grandir encore plus suite à cette crise. Merci, Stein. Finalement, juste un dernier point, je pense aussi que ça aura un impact sur le désir des entreprises d'utiliser des technologies d'automatisation, d'intelligence artificielle, de robots. On parle aussi de la dépendance moindre peut-être sur la globalisation et de répatrier une partie de la production. Si ça va créer des emplois, je ne sais pas, mais certainement avec les nouvelles technologies qui existent, je pense que c'est une tendance de nouveau qui peut s'accélérer. Merci, Stein. Philippe, vous me disiez qu'il y avait 4 scénarios possibles lorsqu'on a préparé cet échange. Est-ce que vous maintenez? Oui, je maintiens et je vais commencer un peu le débat parce que sinon on va s'ennuyer. Je pense que ce que Clément a apporté quand même dans le débat, c'est qu'on a une Chine qui change radicalement et qu'on ne mesure absolument pas, et notamment en matière environnementale. Et je trouve que Stein a apporté dans le débat ce que je disais, votre avenir vu par vous, il n'y a qu'un avenir technologique. Je n'ai pas entendu une seule fois le changement climatique dans ce qui se passe. Un autre bureau, je sais bien de l'OCDE, vous avez d'excellentes études là-dessus, mais c'est mon point, c'est qu'il faut faire les deux et je pense que le changement, et je vais essayer de le démontrer rapidement, climatique est beaucoup plus important de ce que tous ces changements technologiques et touchera beaucoup plus de gens. Alors, en essayant de réfléchir sur le COVID, finalement, je suis arrivé à 4 scénarios. Le premier scénario est le scénario où on retourne à business as usual. Au départ, j'y croyais pas trop. Et finalement, quand j'entends de plus en plus certains gouvernements et certains employeurs, je suis pas sûr que c'est pas ça qu'on va revenir. Peut-être pas directement, parce qu'il y a une grande solidarité avec les travailleurs de la santé, services publics, etc. Mais dans 2-3 ans, et quels sont les points de ce scénario? Au retour les points cruciaux, c'est flexibilité et augmentation du temps de travail. Les gens qui sont pour ce scénario vous diront qu'il faut plus de flexibilité pour rattraper la croissance perdue et plus de temps de travail. Alors, le deuxième scénario, je vais vite parce qu'on n'a que 5 minutes. Deuxième scénario, c'est l'autre version de la Chine autoritaire. C'est finalement l'autoritarisme technologique. Et quel est ce scénario? C'est le scénario quand même, on n'a pas mesuré comment on a considéré l'autre. C'est la première fois qu'en Europe,
on a considéré l'autre comme un danger. On a fermé les frontières en disant, mais si vous êtes un Italien entrant en Autriche, vous êtes un autre. Vous n'êtes pas, comme moi, Autrichien. Si vous êtes un pays balte avec les Polonais, on peut mettre tous les exemples. Donc, la peur a été forte et donc, on pourrait très bien avoir un scénario à la chinoise dans lequel, avec tout ce qu'on voit, la 5G qui se développe, qui permettra de contrôler les populations, qui va consommer énormément d'énergie, c'est quelque chose, je vous protège, qui serait assez possible si le Covid est un virus qui revient et qui finalement, on a du mal à éteindre, où il y a d'autres vagues de virus. Et là, on voit des traces urbaines en Pologne, mais c'est vraiment le scénario technologique et État autoritaire qui prévient, et c'est la fragmentation finalement du territoire. Le troisième scénario, c'est appelé la consommation de la fin du monde. On va vers la fin du monde, autant boire du champagne que de la piquette. Hein. On revient dans la consommation. Et ça, c'est un scénario assez intéressant parce que on revient, on a vu qu'il y a une série de choses qui ont changé au niveau européen, au niveau national, des plans de relance énormes, etc. Donc, ce n'est pas le même scénario que le départ, ce n'est pas les mêmes acteurs, ce sera plutôt des gouvernements progressistes. Mais quid si on ne consomme pas? Parce que c'est quand même ça la question. C'est ça en France, c'est ça en Belgique. On a déconfiné, mais les gens ne se précipitent pas pour consommer. Alors, ça peut être provisoire en termes d'adaptation, ou ça peut être beaucoup plus important en termes de réflexion individuelle et collective sur le sens de consommer, qu'on a pu avoir ou pas pendant qu'on était confiné. Alors, quel est le danger de ce scénario, ou le potentiel danger? C'est qu'on relance, mais si les gens ne consomment pas, ça ne marche pas, on n'a pas d'augmentation du PIB, donc on essaie de relancer, ça ne marche pas. Donc, finalement, on arrive dans 5 ans en disant, on a tout essayé, on va faire un peu plus de flexibilité. Et on pourrait très bien retrouver au scénario A. Le dernier scénario, c'est évidemment le scénario optimiste, c'est dire, OK, on va revenir et on prend conscience des enjeux du changement climatique. Il faut quand même rappeler que la baisse des émissions qu'on a eues, c'est la baisse qu'on devra avoir pendant les 40 prochaines années, chaque année. Donc, je veux dire, si on parle sérieusement du changement climatique, il faut regarder les chiffres. Il faut regarder quelle est la tendance si on veut que les chiffres correspondent à avoir une société zéro carbone en 2050 ou 2060. C'est extrêmement ambitieux. Alors, ce scénario-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ça va produire effectivement des changements massifs dans un moment où on a des États endettés et un chômage de masse. Si dans ce scénario-là, qu'est-ce qu'on fait du secteur automobile? Parce que tout le monde parle du secteur du charbon. Le secteur du charbon, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. L'emploi dans les mines, c'est 0,1% de la population au niveau européen, c'est-à-dire le taux d'erreur que les statistiques européennes font quand on mesure le nombre de personnes employées. Quand on parle de l'automobile, on est à 8 millions de personnes. Okay? On se dit maintenant, on doit faire une transition, nos villes changent, Paris devient de plus en plus restrictif, Bruxelles c'est la même chose sur les voitures, on n'achète plus de voitures. Un tiers de voitures en moins, sur les 8 millions, il y a un tiers de travailleurs mathématiquement en moins. Si on fait que la transition va plus vite vers les voitures économiques et pas hybrides, les voitures hybrides, comme il y a 2 moteurs, finalement, il y a plus de main-d'œuvre de façon assez étonnante. Mais électrique, on a moins de main-d'œuvre, on rajoute encore moins de main-d'œuvre. Donc, on est dans un scénario difficile de changement écologique dans lequel on n'a pas le choix si on veut avoir des conditions vivables à moyen terme, dans lequel on est dans la pire des solutions et on a des changements dans des secteurs. Je m'excuse, c'est quand même plus important l'industrie automobile que le Uber Eats et les taxis. Hein. On parle de nombres de travail qui sont un peu plus sérieux que tout ce qu'on nous donne dans l'économie de plateforme. Et là, je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément qui sera à réfléchir, c'est sur les restructurations des chaînes de valeur. Et ça fait partie de la réflexion, mais ça va être une réflexion, à mon avis, sur le temps de travail. Comment travaille-t-on dans le futur si on doit changer de société, on doit le changer rapidement avec des États qui sont extrêmement endettés, un chômage qui est croissant et dans lequel on n'a pas le temps. Et pourquoi on n'a pas le temps? Parce qu'on a raté la transition écologique en 90, en 2000, en 2010. Donc, c'est la 4e crise dans laquelle si on rate la transition écologique, on rentre dans d'autres... On n'a pas la 4e crise.
Voilà, je termine. Alors, Philippe, pour qu'on ne s'ennuie pas dans le débat, j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il n'y a pas de fait encore un autre scénario en tirant un peu le fil de votre dernière remarque, hein, c'est-à-dire une réflexion sur le travail dans le futur. Donc un scénario où, par-delà l'opposition assez traditionnelle au fond entre les enjeux climatiques, les enjeux économiques, on pose aussi la question sociale du vivre ensemble, la question politique, la question démographique qui était évoquée par Cyril tout à l'heure, et finalement on va sur une réflexion visant à réinventer le travail dans le futur. Cyril, Clément, vous, dans nos échanges préparatoires, vous avez beaucoup insisté sur l'importance d'une action régulatrice par rapport à l'évolution du travail. Est-ce qu'il vous semble que la crise du coronavirus ouvre vraiment le champ des possibles pour qu'on ait une action régulatrice forte au niveau international visant à poser ces questions liées à la qualité du travail? Cyril peut-être, puis Clément? Je crois en tout cas que la régulation, c'est un élément important de tout scénario de sortie par le haut de cette crise que nous vivons. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde l'a souligné, le risque principal, c'est quoi? C'est que cette crise ne fasse qu'exacerber un certain nombre de problèmes que le monde du travail connaissait déjà au cours des dernières années, et en particulier la question des inégalités. Bon, la question des inégalités, c'est devenu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la crise, elle touche beaucoup plus durement les travailleurs de l'économie informelle. Je parle au niveau international, dont on entend peu parler dans un pays comme la France, mais c'est une situation absolument dramatique. Il y a 1,5 milliard de personnes dans le monde qui risquent qui voient d'ores et déjà leurs revenus amputés de moitié, des 3/4, et alimenter les flux entrants vers la très grande pauvreté. Je pourrais citer aussi les femmes, les migrants, les jeunes. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de corriger, d'inverser ce trend, cette tendance à l'aggravation des inégalités? On n'a que 5 minutes, donc je vais aller très vite, mais en gros, il y a deux façons. Il y a les questions de fiscalité et de prestations sociales, donc autour du modèle de prélèvement obligatoire et de la protection sociale, c'est un premier point. Et puis, il y a aussi justement la réglementation du marché du travail. La réglementation du marché du travail, c'est principalement ce qui existe, par exemple, la différence des inégalités entre le modèle américain et le modèle européen, si je puis dire. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour contenir les inégalités à la racine, c'est-à-dire là où elles sont générées, c'est-à-dire sur le marché du travail. Stein l'a rappelé, les phénomènes de polarisation avec les multiples transitions dont on a parlé, en particulier la transition numérique, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger par un certain nombre de règles, et aussi par l'organisation des acteurs collectifs. Et j'insisterai là-dessus parce que c'est quand même un petit peu dans les gènes de l'Organisation internationale du travail. Les garanties collectives, c'est-à-dire les garanties négociées par des partenaires sociaux représentatifs, c'est quand même ce qui garantit l'effectivité des fameuses capacités des individus dont j'ai parlé tout à l'heure. Sans ces garanties collectives, sans des institutions sur le marché du travail, sans un dialogue social, sans un système de convention collective, on ne peut pas avoir des garanties, des capacités individuelles en matière de formation, en matière de protection sociale, en matière d'égalité professionnelle. C'est quand même un constat qu'on peut dresser de l'observation de l'histoire de ces dernières décennies. Alors, oui, vous m'entendez toujours? On vous entend, Cyril. Oui, d'accord. Il y a eu d'accord. Je voudrais peut-être juste citer un exemple.
On a beaucoup parlé du care, en bon français, donc de tout le secteur du soin aux personnes, au-delà du secteur strict de la santé. C'est, d'après les estimations de l'OIT, c'est en fait l'un des secteurs où il y a le plus fort potentiel de création d'emplois dans les années qui viennent, de l'ordre de 400 à 500 millions d'ici 2030. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Soit ces emplois se développent sur le mode d'une très grande précarité, en majorité dans le secteur informel, dans les pays émergents, les pays en développement, soit on décide d'investir collectivement dans ces secteurs pour développer des vraies filières de formation, des emplois de qualité. Et à ce moment-là, ça peut être un élément de sortie par le haut extrêmement important, extrêmement positif, qui répond à un vrai besoin, des sociétés, et pas seulement dans les sociétés des pays industrialisés. J'ai parlé du phénomène de vieillissement démographique tout à l'heure qui va toucher singulièrement un pays comme la Chine. Ce que la crise aussi a montré, la crise sanitaire, c'est l'interdépendance des économies du monde. Bon. Et donc, c'est une façon aussi pour l'OIT d'insister sur le fait que le travail, contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas un domaine de compétences uniquement à régler au niveau des pays. Le travail et les règles du travail, c'est un vrai sujet international. C'est pour ça qu'on a créé l'OIT il y a 100 ans, à une époque où on connaissait déjà la mondialisation de l'économie, mais c'était une mondialisation qui fonctionnait de façon très, très différente de la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Alors peut-être que, d'ailleurs, la pandémie va un peu changer les choses, mais aujourd'hui, ce qui caractérise la mondialisation, ce n'est pas des États qui commercent entre eux, des produits et des services qui sont conçus sur leur territoire, c'est des chaînes, ces fameuses chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire des donneurs d'ordre qui organisent les réseaux de production à l'échelle du monde. Et on l'a bien vu dans ce qui a été dit sur la Chine, qui délocalise une partie de ses productions dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Ça veut dire que il y a plus que je vais très vite, hein, mais ça veut dire qu'il n'y a plus que les États qui sont les acteurs, en réalité, du jeu de cette mondialisation. Il y a de plus en plus d'acteurs privés, des grandes entreprises en particulier, des grandes entreprises multinationales, dont les choix d'approvisionnement et d'investissement ont un impact majeur sur l'évolution des conditions de travail dans le monde. On estime qu'il y a à peu près 1 emploi sur 5 dans le monde qui est couvert par ces chaînes mondiales d'approvisionnement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tirer parti de l'écosystème extrêmement sophistiqué et compliqué qui est devenu l'économie mondialisée, où on a des États qui gardent un rôle très important, évidemment, qui sont les garants de la mise en œuvre des normes internationales du travail qui sont négociées à l'OIT, mais vous avez aussi de plus en plus des acteurs privés qu'il faut impliquer d'une façon ou d'une autre dans le respect et l'effectivité de ces normes internationales du travail. Et c'est tout l'enjeu, tout le travail qu'on essaie de mener à l'OIT sur les chaînes mondiales d'approvisionnement, de diffuser par des nouveaux canaux une façon de renforcer l'effectivité de ces normes par un engagement, d'une façon ou d'une autre, de ces grands acteurs privés, que ce soit au titre de leur responsabilité sociale, leurs engagements unilatéraux, mais ce qui est plus efficace, c'est quand même de passer par des canaux de négociation avec les syndicats internationaux. Il y a par exemple de grandes entreprises européennes, françaises et allemandes en particulier, qui négocient de plus en plus des accords cadres internationaux avec les fédérations syndicales internationales. C'est ce qui s'est fait notamment après le drame du Rana Plaza au Bangladesh en 2013, hein, souvenez-vous. Et puis aussi le rôle évidemment d'acteurs qui ne sont pas autour de la table à l'OIT, mais qui ont sans doute un rôle à jouer. Et je parle des organisations non gouvernementales. Je vous remercie pour la transition, Clément. Les organisations non gouvernementales, Ouais. quel rôle elles peuvent jouer dans tout cela? Alors, eh bien, en fait, on les a vues du coup assez actives pendant la crise sur la crise du coronavirus, avec un suivi assez proche de ce qui se passait semaine par semaine dans les usines au Cambodge, au Bangladesh, où la situation était pour les travailleurs et travailleuses d'ailleurs surtout absolument dramatique.
Et en fait, ça me permet un peu de faire le lien avec ce que disait Cyril, hein, sur aussi la nécessité de réglementation et le rôle des États occidentaux. Alors, on sait que la France a fait passer en 2017 la loi sur le devoir de vigilance, hein, qui oblige les grandes multinationales françaises ou présentes sur le territoire français à établir un plan de vigilance, à rendre des comptes sur leurs activités, y compris de sous-traitance à l'étranger. Alors, on voit que sur le plan juridique, alors pour l'instant, on en est encore au balbutiement de cette loi, hein, ça ne fonctionne pas encore très très bien. Il faut garder un œil et garder espoir, mais ce qui est important aussi, un effet peut-être secondaire, hein, de cette loi, qui n'est pas unique en France, qui existe sous des appellations différentes dans d'autres pays occidentaux, c'est une forme de structuration du mouvement des organisations non gouvernementales qui s'activent maintenant collectivement pour essayer de réclamer un certain nombre d'actions de la part des firmes multinationales. Il y avait dans la session précédente le débat entre la soft law et la hard law et la question de comment articuler ces deux-là. Et ça passe en effet, à mon avis, hein, par une implication plus forte des ONG, mais également des syndicats occidentaux, hein, avec une vraie solidarité entre les différents pays, qui est pour l'instant encore assez peu prononcée. Alors les ONG, pendant cette crise, ont fait un certain nombre de recommandations auprès des multinationales, hein, notamment qu'elles alors, à court terme, disons qu'elles n'arrêtent pas leurs commandes parce que du coup, ça implique directement la fermeture et le licenciement de millions de salariés. Et puis, à plus long terme, il y a des propositions assez intéressantes. Par exemple, l'idée que les multinationales, les donneurs d'ordre occidentaux devraient participer au financement de mécanismes de protection sociale dans les pays en développement. Et puis, évidemment, elles font également pression, ou en tout cas, elles demandent, hein, qu'il y ait davantage de réglementation internationale et que des lois comme la loi dite de devoir de vigilance soient adoptées plutôt au niveau européen, voire au niveau de l'ONU. Et donc, il y a des discussions en cours là-dessus qui pourraient être fructueuses. Et on espère qu'un des effets positifs de cette crise puisse être l'accélération de ce type de discussion-là. Merci Clément. Est-ce que des participants souhaitent nous soumettre de dernières questions? Est-ce qu'un intervenant veut revenir sur un point? Bon, il me semble qu'on a un peu un point d'équilibre dans la réflexion, hein, sur le fait que la métamorphose du travail, là, aujourd'hui, elle pose bien évidemment, enfin, elle met en lumière tout l'enjeu social, hein, tout l'enjeu finalement de protection sociale, hein, à une échelle monde. Et on voit bien comment il y a une diversité de forces en présence et rien n'est joué. Moi, je me suis demandé, pour rien vous cacher, plusieurs fois au cours de la discussion, si on n'avait pas un point aveugle qui était de savoir comment, de fait, les individus, les sociétés allaient réagir dans leur mode de consommation, dans leur manière d'investir la question du travail. Je ne sais pas, peut-être pour une dernière question, est-ce que vous avez des analyses là-dessus sur la manière dont, finalement, quels sont les comportements, les réactions par rapport à ces évolutions, à ces métamorphoses du travail? Moi, je veux bien réagir pour le cas de Oui, la Chine, Clément. qui fait le lien avec une question qui m'avait été posée également dans le chat. Hein. C'est sur notamment la question des jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail et qui, en Chine, les jeunes diplômés notamment, qui se retrouvent avec assez peu en fait, de création d'emplois de qualité et donc mis en compétition. Et là, je crois que, pour faire le lien avec ce que disait Cyril, hein, sur les capacités des individus, en Chine, on est beaucoup moins avancé dans la question de
des discussions sur la qualité du travail. Et je crois que ce qui est fondamental, c'est ce choix entre une accélération de la compétition, de la mise en compétition des individus. Est-ce qu'on se dirige vers ça ou est-ce qu'on se dirige vers un vrai questionnement sur la qualité de vie au travail? Et là, à mon avis, il y a même un lien à faire avec les questions environnementales sur la qualité de vie en général. Et tant qu'on n'a pas ce débat-là, en tout cas dans le cas de la Chine, à minima, dans les entreprises, à mon avis, les perspectives sont assez peu réjouissantes dans le monde du travail. Je veux bien aussi juste poser une question sur votre question. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que le télétravail massif qui a été fait maintenant est juste la poursuite du monde ancien, c'est-à-dire que les managers, middle management, ont compris que des travailleurs décentralisés pouvaient être productifs, ou est-ce qu'on est là devant un changement beaucoup plus radical de réflexion de comment on va travailler, où est-ce qu'on va travailler? Et je pense que selon ce qu'on répond oui, la première, on reste dans le monde dans lequel on est. Si on répond non, je pense que ça aura des impacts géographiques, des impacts personnels, des impacts sur le temps de travail, des impacts sur les relations. On est dans un monde nouveau dans lequel on ne sait pas très bien vers quoi il ira, mais qui est nécessaire, je pense, de penser les ruptures. Si on ne les pense pas, on les réussira certainement pas. Bien, merci à vous tous, merci aux participants. On n'a évidemment pas le sentiment qu'on a répondu à toutes les questions. En tout cas, je trouve qu'on ouvre, ou je dirais, on invite à poursuivre sur un certain nombre de chantiers. Je crois que vos derniers propos allaient dans ce sens-là, Philippe. Finalement, ce monde nouveau, ces modèles de développement. Clément, quand vous opposiez un modèle plus de coopération finalement à un modèle de concurrence. En tout cas, il y aurait matière pour de belles journées de réflexion prospective. Merci à vous tous et je l'espère, on se revoit tout à l'heure dans les autres sessions. Merci, bon appétit. Merci.